Hello et bienvenue sur cette nouvelle interview sur la chaîne de Créatonique. Aujourd'hui, je suis avec Bastien. Salut. Et on va pouvoir parler un petit peu plus de son parcours, de qui il est. Donc pour résumer, Bastien, il est créateur de contenu, plus connu du coup sous le pseudo Basti UI, sur différentes plateformes. Vous allez voir, on va pouvoir de toute façon en discuter, voir un petit peu toutes les plateformes là où il crée du contenu avec lui. Et avant de commencer, je vous invite aussi à aller regarder dans la légende juste en dessous et d'aller cliquer sur les différents liens. Vous avez tous les réseaux, dont de Bastien, il y en a pas mal, mais aussi la page de prévente de sa formation. Donc, c'est parti. Comment ça va ? Très bien, et toi ? Super, merci. Très bien. Bah écoute, je suis hyper contente de pouvoir discuter un petit peu avec toi, de prendre un peu le temps de connaître un peu plus ton parcours, parce que je t'avoue que personnellement, je connais ton pseudo, j'ai déjà vu un petit peu de ce que tu faisais sur YouTube, sur Twitch, mais c'est vrai que j'ai pas regardé en profondeur tes contenus, tout simplement parce que on n'a pas la même spécialité et que ce que tu présentes toi sur les contenus, c'est pas non plus ce que moi je consomme exactement. Donc c'est trop cool de pouvoir en discuter aujourd'hui sur cette chaîne. On est bien installés là, tranquillement. Ah on oui, va pouvoir discuter dans des meilleures conditions. Ici, sous mon pied, j'ai un petit chien. Donc des fois, je vais le caresser comme ça. Elle est trop bien. Vous la voyez pas, mais elle vit sa meilleure vie là. Voilà, donc on est très bien pour discuter de tout ça. Tellement. Oui, du coup, on est chez Bastien, bien tranquillement, sur cet énorme canapé. On est vraiment posé. Et Le sponsor de ce podcast, les canapés moellons. C'est totalement ça. Mais du coup, raconte-moi un petit peu. Ok. Comment ça a commencé, tout ça, depuis le début ? Déjà, si tu veux te représenter, parce que moi, je t'ai présenté très rapidement, mais si tu veux aller un petit peu plus loin, vas-y. Donc, je m'appelle Bastien Maréco, je suis plus connu sous le nom de Basti UI sur Internet, et je fais du contenu autour du design d'interface, voilà, de façon très large. Et plus récemment, je me suis lancé en indépendant, ce qui fait que j'ai dû un petit peu construire ma façon de gagner de l'argent autour à la fois de la création de contenu, qui ne permet pas de faire un salaire complet pour l'instant, mais avec plusieurs petites astuces, plusieurs réflexions, j'ai réussi à créer du coup un système équilibré pour moi qui fonctionne, où je vais faire du contenu, travailler avec des marques, donner des formations et travailler pour des clients tout en partageant en live sur Twitch. Voilà, un petit peu pour résumer ce que je fais. Ça paraît un petit peu diversifié, mais vous allez voir que quand on va rentrer dans le détail, ça permet à la fois un équilibre économique, mais aussi humain. Voilà, parce que pour moi, faire du contenu et être sur une seule plateforme, c'est aussi bien risqué du coup au niveau de l'argent, mais aussi au niveau moral. Parce que si un jour ta vidéo, elle marche moins bien, ou la plateforme sur laquelle tu postes, elle ferme ou elle a un problème, t'es garant de ça. Donc le fait de diversifier, pour moi, c'est hyper important. Et j'ai vraiment mis ça au cœur de mon entreprise et de la formation que je veux partager aujourd'hui. Voilà. Génial. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie à la base de créer du contenu ? Même quand du coup, tu as commencé, tu étais en CDI. Mais c'est quoi qui t'a donné envie ? C'est parce que tu en consommais beaucoup et tu as eu envie de faire pareil Alors, je peux raconter l'histoire, elle est un petit peu rigolote. Déjà, effectivement, le moi d'il y a 5, 6, 7, 10 ans, très fan de YouTube, de toutes les codes YouTube en général, à l'ancienne, on va dire, type joueur du grenier, les premiers vidéastes qui faisaient un peu de mise en scène d'humour à travers leur passion, ça m'a toujours plu. Et garde ça dans un coin de ta tête, mais il y a super longtemps, je me disais, j'aimerais trop faire joueur du grenier. Donc joueur du grenier, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'énerve sur des jeux pourris, en gros. Je me dis, putain, il faudrait trop faire un designer énervé qui s'énerve sur les sites pourris, avec des mises en scène aussi bien que joueur du grenier, en mode, oh, les développeurs, ils ont pris de la drogue pour faire ça, tu vois, genre cliché, mais je me disais, ce serait une bonne idée. Mais bon, je l'ai jamais fait parce que je suis pas acteur, je sais pas filmer, je sais pas monter, tu vois. Mais quand je regardais YouTube, je me disais ça. Entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé dans une boîte qui s'appelle Atecna en tant que lead UI designer et j'avais, entre guillemets, une équipe à faire monter en compétences à l'époque sur Sketch. Sauf que c'était une ESN, donc en ESN, souvent les employés, ils sont envoyés en mission, tu vois, chez différents prestataires. Donc, il y en a un chez La Redoute, l'autre chez Decathlon, l'autre chez Leroy Merlin, par exemple, tu vois. Et il fallait que je manage cette équipe et que je forme cette équipe. Mais à distance. Parce que faire revenir les employés le midi, un peu chiant. Les sortir de mission une journée ou une demi-journée, un peu chiant pour le budget et tout. Donc, il faut trouver une solution. Mon boss, il me dit, c'est ton sujet, quand je t'embauche, ce sera ton premier sujet. Je réfléchis, je dis, ok, je vais me filmer sous forme de tuto. Et en fait, ce sera envoyé en interne, des petites vidéos de 10 minutes où j'explique le logiciel,
avec un peu de légèreté, etc., etc. Donc il me dit go, donc je me filme et tout, je fais le montage, déjà ça part en couille, je commence à mettre des explosions, des vieilles blagues, ça tourne et tout. Je me dis bon bah let's go, on envoie et ça marche bien, tu vois, parce qu'il y a un peu de blagues, du coup c'est plus facile d'apprendre. Tes collègues, ils adorent. Voilà, ça se passe plutôt bien. Mon boss il dit ok, on continue comme ça, faisons ça régulièrement. Et là je lui dis est-ce que ça te dérangerait si je le postais sur internet? Je lui dis en vrai le contenu est déjà créé donc ça coûte 0. En plus, ça pourra nous faire connaître et peut-être ça pourra nous permettre de trouver des clients pour l'entreprise. En échange, les clients qui viennent sur les vidéos, eh bien, c'est pour l'entreprise. Tu vois. C'est un lead pour l'entreprise que je donne. Il me dit go. Donc, je fais 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et il s'avère qu'au fur et à mesure, quelqu'un nous contacte pour faire une formation. Quelqu'un nous contacte pour faire un projet. Donc, ma boîte est contente. Et moi, je commence à un petit peu kiffer faire ça, quoi. Donc ça dure, on va dire, peut-être 1 année. On vend quelques formations, on crée l'offre de formation en même temps que je donne avec d'autres collègues. C'était trop cool, quoi. Donc ça m'a aussi permis d'apprendre à donner des formations à ce moment-là. Et peut-être, petite parenthèse intéressante, c'est que tout le monde... Enfin, c'est assez étonnant, mais je l'ai publié en mon nom. C'est là où j'ai mis le pseudo Basti UI. Et je l'ai pas publié au nom de mon entreprise Atecna. Ça, c'était une de mes convictions perso. Ça, ma boîte n'était pas forcément d'accord, mais c'était vraiment le côté... mec dans sa chambre qui donne des conseils, qui était beaucoup mieux reçu que vidéo corporate, genre qui fait des tutoriels. Et j'ai eu raison parce qu'en effet, merci mec de partager, merci machin, mais en fait derrière ça convertissait avec une entreprise, mais ça a beaucoup joué je pense aussi au mini-succès du début, aux 500 premiers abonnés, parce que c'était le côté un peu plus humain. Tu sais, c'est pas genre corporate tutorial numéro 23, tu vois. Avec une musique de LinkedIn style. Bref. Et donc, ça fonctionne. On va dire que je fais ça pendant 1 an, peut-être. C'est très flou, mais voilà. Et après, ma boîte, ils disent, bon, bah voilà, tu avais genre tous tes vendredis à la base pour faire ça. On a un peu fait le tour des clients de la région. Ça coûte un peu cher en investissement. On arrête de te donner du temps pour faire des vidéos. Okay. Donc, forcément, moi, un peu déçu. Mais je continue sur mon temps libre. Oui. À partir de là. Ce qui fait qu'aussi j'avais plus de liberté pour explorer d'autres formats, des critiques, des tutos, etc., etc. Et donc j'ai fait ça pendant quelques années, et jusqu'au moment où j'ai vu que ça prenait un peu d'envergure. Et ça restait assez on va dire, enfin pas honnête, humble, enfin assez, j'ai plus le mot. Chaîne, quoi, oui, une petite chaîne. Ça restait une petite chaîne malgré tout, malgré l'effort que je mettais dedans, mais ça restait des efforts soirée, week-end, un peu sur le temps perso, passion, tu vois. Et j'avais jamais eu d'ambition derrière ça non plus, tu vois. Parce que moi, je suis d'un tempérament assez content d'être en CDI, pour plusieurs raisons. T'es en CDI, t'arrives à 9h, il y a plein de problèmes, à 18h, c'est fini, t'as reçu 25 mails, tu les traites le lundi prochain à 9h, c'est OK, c'est dans les conventions, tu vois. J'avais toujours eu peur d'être indépendant en mode, dans mon lit, pas savoir dormir parce que est-ce que j'ai fait cette facture? Est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que j'aurai assez de clients pour le mois prochain, etc. Donc j'étais très heureux d'être en CDI et avec ma petite passion à côté. Et ça a beaucoup changé à partir du confinement, parce que du coup, mars 2020, oui. Confinement, chômage partiel pour pas mal de personnes qui étaient en ESN ou en mission. Et donc, dans l'appartement, à attendre plus ou moins, quoi. Et donc là, je faisais toujours mes petites vidéos, sauf que je me suis lancé à ce moment-là sur Twitch. Pourquoi je me suis lancé sur Twitch? En fait, je faisais déjà des lives depuis longtemps sur ma chaîne YouTube, mais vraiment en mode caméra du MacBook, à des moments un peu événementiels, du genre, il y a une mise à jour de Sketch, qui était le logiciel à l'époque, je lance un petit live, on regarde les mises à jour, ça dure 35 minutes, je coupe le live et la vidéo est déjà publiée sur ma chaîne. Je faisais ça comme ça, mais vraiment de façon événementielle. Sauf que là, confinement, je me dis, je vais streamer beaucoup plus. Donc c'est l'occasion de lancer un Twitch parce que spammer une audience YouTube à l'époque avec des lives, c'était pas la meilleure technique. Maintenant, ça a un peu changé, mais à l'époque, les lives YouTube étaient pas si bien implémentés. Donc quand tu faisais beaucoup de lives, il fallait mieux aller du côté d'une chaîne spécifique. Et donc j'ai lancé Twitch. Et bonjour les gars, confinement, du coup, je vais vous montrer les 3 actus de cette semaine parce que d'habitude, je faisais des meet-up dans mon entreprise, je faisais des événements dans des bars avec des assos comme Flupa, tu vois, qui se retrouvaient.
tout ça, ça a disparu du jour au lendemain et je me suis retrouvé à faire ma petite veille active sur Twitch avec des gens qui étaient comme moi en mode bah what the fuck, on est chez nous, qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Est-ce qu'on peut faire juste un point sur ce qu'est Twitch pour ceux qui ne connaissent pas? C'est vrai. Parce que c'est vrai que nous deux, moi aussi j'ai une chaîne Twitch beaucoup plus petite, mais je stream aussi. C'est vraiment une plateforme, un réseau social où vous pouvez être tranquille en live avec votre communauté. Je trouve que c'est hyper bienveillant. Avec des personnes qui sont dans le chat, qui regardent ce que vous faites. Et c'est quoi la moyenne? C'est de faire des streams de quoi? De 2 heures, 3 heures? Il n'y a pas vraiment de règles, mais comme Twitch, c'est quand même construit pas mal sur les gens qui jouent à des jeux vidéo. Ça peut durer assez longtemps. C'est plutôt des longs lives. Mais le live, c'est un média du temps plus long, tu vois. Oui. Donc tu lances jamais un live d'une demi-heure, ça laisse même pas les gens d'arriver et de s'installer, tu vois. Et donc en effet, Twitch est une plateforme dédiée au live. Aujourd'hui, en 2023... si vous regardez ça plus tard, on vous embrasse. Mais peut-être que Twitch n'existe plus, tu vois. Mais en gros, tu as YouTube Live qui a quand même pas mal repris de parts de marché. Tu as pas mal de live maintenant sur les plateformes mobiles qui ont aussi pris pas mal de parts de marché comme les TikTok Live. Ouais. Mais voilà, en 2020, ce live, c'est Twitch, quoi. C'est le truc le plus connu et le plus mainstream, quoi. Et donc, je lance les lives et ça fait un peu grandir ma communauté, etc., etc. Et depuis ce jour, je faisais 3 lives par semaine, là, en mars 2020. Depuis ce jour, je n'ai pas arrêté non-stop de faire 3 lives par semaine tellement ça m'a plu. Parce que tu as un retour direct des gens, tu peux discuter avec les gens, mais surtout, genre quand je dis, par exemple, je fais une analyse, je sais pas, disons n'importe quoi d'un logo, il y a mon avis et il y a l'avis des gens. Les gens complètent avec des infos que j'avais pas eues. Et en fait, le contenu est encore plus intéressant que si je le faisais tout seul, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai vraiment gardé ça dans mon process de recherche et d'écriture parce que c'est trop enrichissant l'avis de je suis totalement d'accord. Ouais. Moi, j'adore streamer sur Twitch, même si j'ai, comme je vous disais, une petite chaîne et qu'on est une trentaine seulement. Le fait de pouvoir partager, poser des questions et qu'on me réponde en direct, je trouve ça vraiment cool. Ouais, c'est très enrichissant. Je me sers vraiment des gens qui viennent régulièrement. Moi, je streamais tous les jours. Là, pendant 1 an. Okay. Et il y a des gens qui venaient pratiquement tous les jours. Donc, je pouvais leur poser des questions. Ah, bah, tenez, j'ai une idée. Qu'est-ce que vous en pensez pour ma prochaine newsletter ou même pour la prochaine formation? Je vous pose 2-3 questions et au pire, vous me dites demain, il n'y a pas de problème. Et eux aussi, ils me posaient des questions. Moi, je réfléchissais, je faisais mes petites recherches et le lendemain, j'arrivais en disant, ah, bah, tiens, trop bien, machin. Il y a vraiment cette communication avec notre audience qui s'installe et qui n'existe pas sur les autres plateformes. Grave. Mais là, aujourd'hui, très récemment, j'ai fait une vidéo sur Temu, donc analyse de site. Et ben, j'ai commencé il y a 3 semaines à faire un live. On analyse Temu et tout le monde parlait. Moi, j'ai vu ça, il y a ça. En fait, bah, genre, c'était trop bien, quoi. J'ai eu plein d'informations, plein d'avis et un ressenti. Et à la fin du live, je fais, faut trop que je fasse une vidéo sur ce truc. Et je fais un mélange de réactions en live, parce que j'installe l'appli en live, on voit mes vraies réactions, etc., etc., quoi. Donc, c'est trop cool, quoi. Bref. Et donc là, bah, toujours en CDI, les lives sur Twitch qui me font un peu connaître, chaîne YouTube qui continue à augmenter tranquillement, des fois des petits, on va dire des petits shout-out d'autres créateurs comme Balo qui font gagner quelques abonnés et tout, on est content, etc. Et le truc qui a vraiment fait basculer ma création de contenu sur Internet, c'est que un jour j'étais en live et il y a Micode qui envoie un message dans mon chat. Micode, pour ceux qui connaissent pas, c'est un YouTuber très connu qui va plutôt faire du contenu sur cybersécurité, hacking, développement globalement. Voilà. Très gros YouTuber qui lançait son émission sur Twitch qui s'appelait Underscore, qui venait juste de démarrer à l'époque. Et le message dans le chat de Micode était littéralement « Yo, t'es dispo ce soir ?» Et moi, j'étais en mode... Bah oui, bien sûr. Non, j'étais en mode « Ah, Micode, what the fuck ?» et tout. C'est un vrai, c'est un faux, c'est le faux Micode. Enfin, genre, tu vois ma tête dans le live, je suis en mode « Qu'est-ce que c'est que ce délire ?» Et je dis « Bah vas-y, envoie-moi un message après le live. » Je coupe le live quelques temps après. Il me dit « Ouais, vraiment, j'ai besoin d'un invité pour ce soir. Désolé, je suis super désorganisé. Est-ce que t'es là ?» Moi, je dis « Oui, bien sûr. » Littéralement, une demi-heure après, je prends ma voiture de Lille et je vais jusqu'à Paris pour faire l'émission. Alors, pourquoi la voiture ? Parce que l'émission finissait à 23h, je crois. Et après, j'aurais pas pu rentrer, quoi. Et donc, j'arrive. Et donc, ce moment est super important. Déjà parce que c'est trop cool. Genre, quelqu'un que t'apprécies, qui te reconnaît, qui t'invite, est toujours très agréable, ça c'est sûr. Mais surtout, 2 heures de voiture tout seul. Et je me disais, quand même là, il se passe des choses, faudrait peut-être que je fasse quelque chose pour mon CDI. J'étais en mode, il se passe quand même quelque chose, c'est pas rien, c'est une exposition qui va pas être négligeable. Bon, déjà, il faut que je réussisse ma prestation, tu vois. Enfin, réussisse. Faut que j'assure, quoi. Faut pas que j'arrive et... Tu vois, genre en mode... Voilà. Un peu de stress. Voilà.
J'étais stressé quand tu revois les images, mais voilà. Mais c'est quand même, ça prouve quelque chose quand même que je pourrais faire. Et en fait, derrière ça, il y a toutes les années de mes potes et mes collègues qui disent bah, Bastien, tu devrais pas être en CDI, toi, t'as de l'expérience, et puis en plus, t'as des contacts clients maintenant, mais toi en freelance, tu gagnerais trop d'argent. Moi, j'étais en mode, mais c'est pas l'argent que je veux, c'est pouvoir rentrer à 18h et être libre d'esprit, tu vois. Et ça, tous ces gens-là, ils revenaient dans ma tête quand je conduisais en mode, bon là, ils ont peut-être raison, peut-être il y a moyen. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que avec les live Twitch, je commençais à recevoir des mails en mode, ah Bastien, on t'a vu en live Twitch, tu peux faire mon projet. Ah Bastien, on t'a vu sur YouTube, tu peux faire mon projet. Et j'étais en mode, bah non. Bah, je suis occupé. Comment ça, non? Je suis occupé 5 jours par semaine. Ah pardon, on croyait que t'étais freelance. Parce que mon image sur Internet, c'était genre, j'étais indé, quoi. Mais en fait, non, je suis en CDI. Ah, dommage. Et donc, je me dis ça, je fais l'émission, ça se passe super bien, je suis super content. Je prends pas mal d'abonnés, forcément, c'est cool. Mais c'était pas ça du tout le but, mais c'était cool. Et surtout, dès le lendemain, j'appelle ma manager à Tecna, je lui dis, bah, je suis chaud pour passer au 4-5e, si c'est possible ou pas, comment on peut s'arranger. Direct, oui. Et là, c'est là où tout le monde va être deg. Mais en vrai, l'entreprise, en fait, comme j'étais lead, elle me mettait 4 jours chez le client, même 3 jours avant le Covid. Et seulement, le reste du temps, je devais faire des formations, m'occuper des employés, etc., etc. Mais avec le Covid, ça avait gigantesquement ralenti. Donc, j'étais plus une perte pour eux. Donc, OK, 4-5e. Ça a été super vite, tu vois. Je fais OK. Elle était contente Ouais, même elle était contente. que tu demandes ça. Oui. Pur budget, oui. Tu vois. Donc, pur budget, ça s'est fait. Ce qu'il faut savoir que quand on est cadre et qu'on passe au 4-5e, tu perds pas juste 1/5 de ton salaire, tu perds beaucoup plus. Parce que tu perds tes heures sup, tu perds tous les avantages de cadre, etc. Il y a aussi une règle qui est un peu spéciale sur les congés payés. Si tu prends un congé payé qui est collé à ton jour de 4/5e, il compte double pour éviter les abus. D'accord. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Donc, tu perds beaucoup, mais moi, j'étais content. Voilà. Et à partir de là, j'ai commencé, tu sais, genre, à faire des lives tous les vendredis. Et à partir de là, je vais raconter plus rapidement, mais ma chaîne a gagné en popularité et Twitch a alimenté YouTube. YouTube a alimenté Twitch. Twitch a alimenté les projets. Les projets, je les faisais en live sur Twitch. Ça me faisait gagner de l'audience sur YouTube. On me demandait de faire des formations, etc., etc. Et ça aboutit au fur et à mesure à passer au 3/5e et à partir de mon entreprise et à me lancer avec, du coup, des conditions qui étaient pour moi OK, c'est-à-dire ne pas avoir à prospecter parce que tout était lancé sur les réseaux sociaux et tout tournait, tout s'alimentait, et de pouvoir partir sereinement en me disant OK, là je suis prêt à être indépendant parce que je ne vais pas avoir à prospecter, à envoyer des CV ou je sais pas quoi, je n'avais pas envie, quoi. Voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est un peu passé. Mais d'ailleurs, moi, ça me fait penser que, en fait, on a un petit peu le même parcours au départ, dans le sens où moi, j'étais graphiste en freelance, oui, mais j'ai commencé les réseaux sociaux Aurore Bay vraiment axés sur l'illustration, à côté de mon taf de graphiste. Vraiment plus par passion, sans me dire, OK, c'est grâce à ma visibilité sur Insta ou sur YouTube que je vais avoir des clients. Et pourtant, c'est une réalité aujourd'hui, c'est-à-dire que quand tu es freelance, t'as intérêt à avoir des bons réseaux sociaux. Exactement. Alors que moi, j'étais en CDI, j'avais aucun intérêt. Voilà. Moi, ça tournait très bien. Du côté graphiste, j'avais des clients, je gagnais bien ma vie, enfin, c'était très cool. Ouais. Mais Instagram, ça a vraiment été en mode, j'ai envie de m'améliorer aussi en illustration à côté. Je fais de l'Instagram tous les jours, mais vraiment par plaisir. Oui, toujours. J'adorais ça. Et j'y passais des journées entières à faire mes petits posts, mes stories, parler avec tout le monde et tout. Et c'est au moment où j'ai commencé à recevoir des mails d'opportunités. Après, moi, j'étais déjà en free, mais où j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Ouais. En fait, c'est les premiers signaux. Et ça, j'en parle souvent, moi, déjà à mes élèves. Je leur dis, attendez les premiers signaux au moment où vous faites des réseaux sociaux pour pouvoir lancer une boutique en ligne, pour pouvoir vous lancer à votre compte ou quoi que ce soit. Les réseaux sociaux, si vous voulez partir sur une stratégie, en tout cas, de création de contenu, commencez-les les plus tôt possible. Ouais. Ouais, donc, en étant en CDI, en étant étudiant, en étant avec un autre job à côté, à mi-temps. Mais pas attendre des résultats tout de suite, attendre que ça vienne et se dire, OK, c'est le moment. Et moi, en vrai, quand on y pense, j'ai vraiment pris longtemps à le faire. Et si je l'avais fait plus tôt, j'aurais pas été heureux, en fait, parce que ça aurait été stressant ou j'aurais pas été safe, etc. Alors que là, je l'ai fait dans des conditions vraiment où il y avait aucun stress, que ce soit personnel ou financier, et c'était très adapté pour moi. Mais ce qu'il faut retenir de ce que tu as dit, c'est que si vous vous lancez sur n'importe quel réseau ou truc annexe,
il faut que ce soit par passion à la base. Sinon, vous n'arriverez jamais à durer dans le temps. Je suis totalement d'accord. Une stratégie réseaux sociaux, pour moi, c'est quelqu'un qui a envie. Aussi, déjà de se montrer, de montrer son travail sur les réseaux. Mais il y a plein d'autres manières de trouver des clients. Oui, il y en a d'autres. On peut démarcher, on peut aller faire du networking, du bouche à oreille. Moi, je le dis tout le temps, de toute façon. Quand on me pose la question, si je sens que je suis obligée de faire de la création de contenu sur les réseaux sociaux, tu me conseilles quel réseau? Je dis déjà... Celui qui te fait kiffer, déjà. Celui qui te fait kiffer. Et puis, il y en a aussi de la vidéo, il y en a aussi plutôt de l'écrit. Qu'est-ce qui te correspond le plus et qui te donne envie déjà de base, quoi? C'est clair. Nous, c'est parce... Enfin, moi, en tout cas, c'est parce que c'est ceux qui m'amusent où je mets plus d'énergie. Totalement. On verra, justement, si on rentre dans le détail dans la formation, que c'est pas forcément ceux où je passe plus de temps qui sont les plus rentables, mais je regarde beaucoup les statistiques pour me dire, OK, là, calmos, ça rapporte rien, même si ça t'amuse, tu vois. Mais il y a un moment où celui qui m'amuse le plus, j'essaye du coup de le monétiser parce que je sais que c'est là où je vais passer le plus de temps de plaisir dans ma journée. Et ce qui m'a poussé à être freelance et après du coup créateur d'entreprise, c'est justement le fait de pouvoir me dire au quotidien, je vais pouvoir passer le plus de temps dans mes journées sur les choses qui me font le plus kiffer. Et l'enjeu, c'était d'essayer de les transformer, de les monétiser avant, quoi. Totalement. Ouais, carrément. De toute façon, être créateur de contenu, de vouloir créer du contenu, c'est forcément aussi par passion. Ah, grave, ouais. Parce qu'avoir une stratégie de contenu dans un job qu'on a à côté, c'est plus ou moins, c'est pas une obligation, mais c'est une façon de faire, c'est une stratégie. Ouais. Mais être créateur de contenu à temps plein, enfin, t'es obligé d'être un minimum passionné. C'est ça. Puis c'est ta tête, on te voit tout le temps. Et si tu kiffes pas publier des vidéos YouTube et tu veux être youtubeur, je comprends pas, tu vois. Puis ça se ressent. Ouais. Je sais pas si on t'a déjà fait ces retours-là dans ta communauté, qu'il y a des vidéos où il y a une certaine vibe qui en ressort. Oui, t'as l'air de kiffer ce que tu fais, quoi. Exactement. Ouais, carrément. Moi, c'est les vidéos one-shot où je parle parce que j'ai envie vraiment de parler d'un sujet, ça me motive à ce moment-là. Ça m'est déjà arrivé de prendre mon appareil photo et je filme d'un coup, en 15 minutes. Ouais. Et c'est les vidéos qui font le plus de vues, quoi. D'accord, ok. Donc, où les gens regardent, dans le sens où les gens regardent le plus longtemps possible dans la vidéo. Parce qu'ils le voient à travers l'écran que... Comme quoi, je suis persuadée, je parle de mon sujet parce que ça me tient à cœur, quoi. Ouais, c'est moins scripté, moins monté, que ça dépend vraiment de comment tu gères après ton contenu. Mais sur Twitch, du coup, c'est plus facile de transmettre ça aussi. Ouais, sur Twitch, c'est ça qui a fait le truc aussi, c'est que y a pas de filtre, quoi. T'es obligé d'être toi-même, tu peux pas tenir... plus de 2 heures à être un perso et tout. De toute façon, tu kifferas pas. Mais ouais, en effet, c'est important. Et c'est important de kiffer pour d'autres raisons aussi. C'est que tu vas pas devoir le faire 3 mois, 1 an ou 2 ans. Tu vas devoir le faire énormément de temps avant de pouvoir espérer avoir, comme tu disais, un des premiers signaux. Donc, il faut mieux que ça te plaise à la base, quoi. Ouais. Faut pas espérer que ce soit genre, dans 6 mois, c'est bon, je vis du contenu parce que j'ai posté un truc par semaine. Non, il y aura forcément un moment où il faut être très régulier. Malheureusement, c'est comme ça, à part exceptionnel cas. Mais moi, je connais plein de freelance ou de créateurs de contenu design où, OK, un nouveau gars, trop bien, ça fait plaisir qu'il y ait un nouveau gars. Il poste 1 fois, 2 fois, 3 fois, plus rien après. Parce que c'est dur et parce que pendant les 4 premières vidéos, tu n'as peut-être pas assez de récompenses. Mais quand tu tiens le coup, quand tu arrives à faire du contenu qui te parle à toi, qui parle aux gens, ça peut aller, mais ça prendra du temps. Il faut le savoir, c'est ça aussi. Je suis sûre, c'est sûr et certain. Et après, toi, je sais pas, dans ton domaine, sur le UX design ou un petit peu le divertissement, est-ce qu'il y a beaucoup de monde sur YouTube ou sur Twitch? Vraiment, je parle marché francophone. Dans ce que je fais, moi, on va élargir pas que le design d'interface, on va dire graphisme, un peu divertissement. En francophone, on ne doit pas être plus que 10. En vrai, évidemment, il y en a plein de petits qu'on compte pas parce que justement ils ont posté 2 fois puis ils sont plus là ou ils recommencent ou machin. Je dirais une dizaine que tu peux citer comme ça. Donc pour moi il y a grave de la place et il y a plein de petites techniques, il y a plein de choses que tout le monde peut apporter à différentes échelles. Il faut pas forcément avoir 1 million d'abonnés ou 100 000 abonnés pour commencer à en vivre parce qu'on parle de niche en plus. Tu peux avoir des sponsors déjà à des niveaux de vue beaucoup plus bas. Si tu fais bien tes choses, si tu cibles une bonne partie de la population, etc. Donc moi, je suis convaincu qu'il y a de la place pour encore plus de monde et j'ai hâte, en fait, parce que moi, j'adore aussi consommer, tu vois. Et encore une fois, sur YouTube, c'est pas parce qu'il y a un autre gars qui fait comme toi que ça te vole tes vues. Au contraire, s'il y a un autre gars ou une autre meuf qui fait comme toi, ça multiplie les vues. Et ça, tout le monde n'y pense pas. Tout le monde dit « Ah, c'est mon rival, il vole mes vues et tout ». Au contraire, genre, s'il y a plus en plus de gens qui font comme toi, du coup, l'algorithme YouTube, il va plus en plus de fois recommander des vidéos du même type.
Et ça fait grandir les vues, au contraire. Et ça fait rester les gens sur YouTube. Donc ça, c'est trop important, quoi. Ah, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, quand on me demande généralement plutôt Insta ou plutôt YouTube, je vais sur Insta en illustratrice francophone. Tu peux essayer de compter, moi, j'y arrive plus. Ouais, il y en a beaucoup. Et sur YouTube, je pense qu'on est moins de 10. Ouais, après... Vraiment avec des grosses chaînes, tu vois. Bien sûr, comme tu dis, il y en a des petites chaînes et tout, mais... En vrai, il y a un autre biais avec YouTube, c'est que YouTube, il te met souvent dans une bulle. Oui. C'est-à-dire que tu commences à regarder 2-3 vidéos, à t'abonner à 5-6 créateurs, et tu es dans une bulle et tu pourras plus jamais avoir de trucs proposés. Et tu as l'impression peut-être qu'il n'y en a que 10, et une autre personne va dire oui, il y en a 10, mais ce sera 10 autres. Et c'est ça aussi qui est assez spécial sur YouTube, c'est que il faut justement réussir à rentrer dans une de ces bulles et la faire grandir, tu vois. Parce que sinon, tu te connectes sur un YouTube de ton voisin, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ces YouTubeurs qui font 1 million de vues, je ne les ai jamais vus de ma vie, tu vois. Parce que c'est vraiment, ils te ciblent, l'algorithme, il te cible sur un truc hyper précis, quoi. Donc on dit 10, mais je suis sûr qu'il y en a plus. Mais 10 qui sont un peu marquants, connus, un peu qui commencent à être connus du grand public plus large que le design aussi, tu vois. Oui, c'est sûr. Genre, tu vois, moi, j'ai plein de gens qui connaissent Ballo, qui font pas du tout de graphisme, tu vois. Ils vont dire, ah oui, Ballo, ils vont dire Balou, en vrai. Hein. On sait tous. Mais genre, tu vois, moi, j'ai un pote, il connaît pas le graphisme, il dit, oui, j'ai déjà vu Balou sur YouTube, tu vois. Parce que, voilà, c'est le mainstream de la niche, tu vois. Et donc, faut pas hésiter à développer votre passion, votre niche sur YouTube, il y a de la place pour tout le monde, en vrai. Oui, totalement. Et si tu devais donner un temps à peu près approximatif pour savoir à peu près au bout de combien de temps tu as réussi à monétiser tes réseaux. Alors monétiser, on est d'accord, ça peut vouloir dire plusieurs choses. On peut monétiser avec la plateforme qui te donne des sous directement par la publicité, mais aussi le fait d'avoir des liens, le fait que ça t'apporte des clients, du coup, des sponsors, des collaborations de façon indirecte. Moi, j'appelle ça aussi monétiser. Ouais, d'accord. Donc, à partir de combien de temps, quand tu as commencé à être à peu près sérieux et régulier, ça a commencé à arriver? Si tu devais donner une estimation. En fait, c'est un peu difficile dans le sens où, comme tu le sais, je l'ai fait en même temps que mon CDI, donc régulier. J'étais régulier, mais c'était pas 2 vidéos par mois comme aujourd'hui, tu vois. Mais j'ai toujours gardé la chaîne active. On va dire que, je sais pas, ça a peut-être pris 3-4 ans pour avoir des premiers contacts intéressants. Bon, effectivement, YouTube, c'était monétisé. J'ai gagné $15, je vais pas te le compter. Et je pense que les premières monétisations, c'était effectivement j'aimerais bosser avec toi. Parce que je t'ai vu dans une vidéo, tu avais l'air de t'y connaître. Tu vois. En gros, c'est vraiment ça le mail. Il y a même sans plus de forme. Tu avais l'air de savoir ce que tu disais. Ouais, en gros, c'était vraiment ça le mail, quoi. Tu dis, c'est peut-être juste une vidéo montée de 10 minutes, peut-être qu'en fait, c'est pas vrai, tu vois. Donc, j'avais envie de dire au gars, check a peut-être un peu mieux avant, mais bon, bref. C'était ce premier contact, plus les formations. Parce que forcément, tu fais des vidéos où tu expliques des choses pour recontextualiser. J'ai quand même beaucoup commencé par des tutos. Parce que c'est quand même quand on est dans une niche technique, design, dev, même, je sais pas, cuisinier, menuisier, contenu bas, c'est tuto. Et après, quand tu t'élèves un peu, bah, tu viens à élargir, tu vois. Totalement. Exemple, Thibaut InShape, tuto muscu, into des trucs genre des enquêtes, ça n'a plus rien à voir, quoi. Mais voilà, il s'est élargi, tu vois. Dans tous les sens du terme. Dame. Et bref, tout ça pour dire que j'ai démarré plus par des tutos, donc forcément, t'expliques, tu peux venir l'expliquer dans mon entreprise, tu vois. Ça, c'était aussi les premières monétisations. Je pense que ça a pris 3-4 ans. Après, je les ai pas toutes transformées. J'étais en mode, je suis en CDI, donc non. Mais quand je recevais 1 signaux, 2 signaux, 3 signaux, 4 signaux, je me dis, OK, là, il y en a peut-être assez pour remplir, en fait, une semaine. Ah, mais attends, là, il y en a peut-être assez pour remplir un mois entier. Est-ce que, du coup, si je continue à être actif comme ça, je remplirai tous mes mois tout seul? Et ça s'est fait tout seul, mais comme je t'ai dit, j'ai pas fait CDI freelance, j'ai fait CDI 4/5e, 3/5e. Donc, ça a permis de commencer en plus à faire des projets. C'est une vraie balance. Ouais, de commencer à faire des projets en dehors de mon taf pour voir si j'y arrivais, en mode j'ai fait la facture tout seul. Tu vois, moi, j'ai jamais été freelance. Donc même ça, je faisais n'importe. J'ai fait des conneries. Tout le monde. J'ai fait ces conneries. Hein, parce que personne m'a appris. Tout ce que j'ai fait, c'est envoyer un mail à un autre graphiste sur Twitter en mode coucou, t'es freelance, toi? Sur Twitter, carrément, vraiment sorti de nulle part. Le premier truc où j'ai vu marqué graphiste, j'ai toqué. Bah oui, je sais qu'il me suivait. Et du coup, j'ai dit tu peux m'aider, s'il te plaît? Il m'a dit les factures, ça ressemble à ça. Je fais ah ouais, d'accord, ok. Et donc, j'ai fait plein de conneries, mais ça m'a permis au moins de voir si j'aimais ça
avant de passer au 3/5e, puis à quitter mon taf complètement. Et du coup, pour reboucler, je parlais de tuto, et pour reboucler à ce que j'ai dit tout au début, je vous ai dit de garder dans un coin de votre tête, joueur du grenier, critiquer des sites en faisant le con, en faisant des trucs mis en scène, et ben en fait, là, ces derniers mois, ces dernières années, c'est venu tout seul en fait. J'ai commencé à faire ça, je m'en suis rendu compte à force de faire des interviews ou des podcasts avec des gens où je raconte un peu cette histoire. Je me suis dit, mais en fait, je suis en train de faire ça. Genre, j'ai fait des vidéos où je critique la Redoute, où je fais littéralement des blagues. C'est quoi toutes ces couleurs? Ils ont pris de la drogue, les designers, tu vois. Et en fait, exactement ce que j'avais en tête depuis genre 5-10 ans, et ben là, je suis en train de le faire naturellement parce que justement, je me suis mis dans un écosystème tranquille. Je ne suis pas devenu acteur du jour au lendemain. J'ai appris à faire la vidéo, à parler. Au début, la première vidéo, elle est encore sur ma chaîne, c'est une cata. Hein. Et je l'enlève pas parce que c'est marrant, mais enfin, c'est pour vous dire que scroller tout en bas de ma chaîne, vous verrez que ça prend du temps. J'irai voir. Ça prend du temps. Extrait maintenant au montage. Salut à tous, c'est Basti. Super. Rien de très original. On va pouvoir faire varier sa taille. Donc ça, c'est quand même super pratique. Je cherche une photo sur Unsplash. Ah, je connais pas la suite. Hello darkness, my old friend. Super. Ok. Vous n'aurez pas à vous rouler en boule dans un coin de l'open space et pleurer en disant « Oh non, je vais devoir ouvrir les 700 PSD ». C'est le logo de Sketch. Super. Et pour ça, bravo. C'est horrible. Mais on est tous passés par là. Au moins, ça vous montre que j'ai pas voulu faire l'idée hyper ambitieuse tout de suite. J'ai commencé par attaquer ma niche sur des tutos. J'ai eu de la validation, que ça marchait. Et tac, tac, tac. Et maintenant, comme je suis super à l'aise et que j'ai du répondant et que j'ai une audience qui s'est un petit peu élargie, j'arrive à me permettre à faire des choses un peu plus grand public et je peux maintenant me permettre de faire de la vulgarisation. Ouais. C'est-à-dire que mes tutos YouTube, j'ai un peu arrêté. Maintenant, ça se décale en formation et en je travaille en live et posez-moi toutes les questions techniques en live, c'est pour le cœur audience. Et les vidéos YouTube, c'est vraiment je parle au grand public, je parle au grand public de voilà pourquoi ce logiciel, pourquoi ce site, il y a un problème et je réexplique tout comme un documentaire, un vulgarisateur et c'est ça maintenant qui me plaît dans la création YouTube, tu vois. Je ferai plus de tutos, c'est sûr. C'est marrant parce que moi, ça s'est mis à peu près en place de la même manière. Mais ouais, en fait, c'est Thibaut InShape pour moi. C'est le syndrome de Thibaut InShape. Genre, tuto, tu commences à monter et tu deviens de plus en plus généraliste. Et il y a un exercice YouTube que vous pouvez faire, et ce sera sûrement dans ma formation. Vous allez tout en bas de la chaîne de Thibaut InShape. Désolé, hein, je parle de Thibaut InShape, mais c'est le plus visible à l'œil nu comme exemple. Et tu vois que des tutos, et tu scrolles et tu vois les miniatures qui changent au fur et à mesure, tu vois. Il a accompagné son audience, faut des trucs de plus en plus larges, et maintenant c'est genre, on visite un mini-golf, tu vois. Oui, tout et n'importe quoi. Genre, ok. C'est vrai. Et ça marche. Même quand tu vois son Insta, il est parti dans tous les sens, mais c'est marrant parce que c'est aussi quelque chose qu'on peut faire. Tu peux facilement apposer sur des offres, par exemple, des offres pour des clients quand tu commences à bosser avec différentes personnes, prestat. Ouais. Le fait de faire une offre très précise au début, je suis graphiste, mais je suis graphiste juste pour les entrepreneurs, les entrepreneuses féminines qui veulent une identité, tu vois. Okay. Quelque chose d'assez ciblé comme ça. Et au fur et à mesure du temps, tu peux ouvrir un petit peu tes offres. Et au final, sur les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. Moi, j'ai commencé par faire plusieurs vidéos parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. Ouais, tu regardes un peu, ça marche. Voilà. Ah, ok, go. Et c'est en fait les vidéos d'entrepreneuriat créatif qui ont commencé à prendre et j'ai fait, il y a un truc pas mal, il y a un truc qui commence à émerger de ce côté-là. Si on n'allait pas gratter un petit peu, j'en ai fait une autre, encore une autre. Et finalement, ça a explosé là-dessus, tu vois. De tête, au début de ma chaîne, j'avais fait des concepts qui n'ont pas marché. Il n'y a eu qu'un épisode. Et puis voilà, c'est pas grave. Après, il y a des gens qui vont dire oui, mais du coup, tu le fais plus pour ton plaisir, parce que c'est un concept que tu aimais bien, mais il marche pas trop, tu le refais plus. Tu le refais plus tard. Il faut se dire aussi que son plaisir, il est là aussi dans le fait que les gens apprécient ce que tu partages, parce que c'est pas dans un seul sens. Si tu postes un truc et tout le monde dit c'était nul, oui, mais c'est mon plaisir, ça va pas être agréable de continuer, dans le cadre de la création de contenu. Par contre, si je suis tout seul chez moi et que je fais une peinture et que les gens ils disent c'est nul, je m'en fous, c'est ma peinture, laissez-moi tranquille, tu vois. Par contre, si c'est dans le cadre de la création de contenu, écouter l'audience, c'est quand même important parce que tu crées pour eux et pour les retours que ça peut avoir aussi pour toi, donc c'est important. Et je ne consomme pas la chaîne de Thibaut InShape, mais je le prends en exemple parce que c'est très clair. Mais tu fais ce que tu veux, Bastien.
Non, mais ils vont croire que je suis un gros. Si c'est ton exemple dans la vie, il n'y a pas de souci. Je suis un gars muscu, tu vois, mais alors que tout l'inverse. Je ne suis pas du tout in shape. Dame les gens, malgré tout. Non, c'est hyper intéressant, mais effectivement, la création de contenu, pour moi, il faut s'y mettre par passion, il faut regarder un peu ce qui fonctionne. Ouais. Et moi, je trouve ça kiffant aussi d'écouter les retours de la communauté. Qu'est-ce qu'ils ont à dire, justement, et sur quelle façon de faire ils ont le plus de réactions. Et oui, sur YouTube, c'est plus ouvert, il y a plus de monde. Moi, je sais que même si j'ai une chaîne YouTube qui est plutôt orientée pour les illustrateurs, il y a des photographes, il y a des graphistes, il y a des gens qui sont des artisans aussi, qui regardent, alors que sur Twitch, c'est que des illustrateurs. Parce que je dessine en même temps. Ouais. Du coup, c'est vraiment des illustrateurs qui Est-ce que viennent, des fois, on me dit, ouais. je regarde tes vidéos, je comprends rien, mais c'est trop agréable, ou un truc comme ça? Pas encore. Moi, on me dit des fois ça. J'ai une petite chaîne encore. Ah ouais? Parce que moi, des fois, on me dit, moi, je regarde Basti 8, je comprends rien à ce qu'il fait, mais c'est satisfaisant parce que toi, tu vois le truc évoluer, hop, ça se crée, machin. Ouais. Et on me dit ça, et ça, c'est le meilleur compliment. Je me dis, putain, quelqu'un qui comprend pas, c'est-à-dire qu'il arrive à regarder la vidéo jusqu'au bout, et quelqu'un qui est technique, il va aussi trouver son bonheur, parce que je vais donner des petites astuces de temps en temps, mais celui qui va regarder sans connaître, il va juste regarder pour le storytelling et tout. Meilleur compliment. Ah, tu m'étonnes. Ouais. Et ouais, sur Twitch, tu auras plus ton cœur d'audience. Totalement. De hardcore fans, c'est-à-dire qui connaissent très bien ce que tu fais, qui font le même métier, qui ont les mêmes problématiques que toi au quotidien, etc. Mais néanmoins, je commence aussi à avoir des retours Twitch en mode je te mets en fond, je trouve ça agréable, donc ça commence à faire vraiment plaisir aussi, tu vois. J'aime bien ta voix, je t'écoute pendant que je bosse, ça me détend. Ou alors peut-être, ça je sais pas, mais dans le sens, je sais pas, t'expliques des choses d'internet globalement, de graphisme, c'est des choses agréables à regarder, tu vois. Tu vois, c'est pas comme culture générale. Ouais, voilà, il y a des gens qui aiment bien regarder des contenus un peu comme ça, vulgarisés en fait. Des fois, moi, tu tombes sur une vidéo qui parle de comment ce moulinier de canne à pêche a pu être révolutionné et tu te passionnes de ça parce que l'orateur, il est bon, tu vois. Il t'explique les problèmes, comment ils ont résolus et tu peux te retrouver devant un reportage comme ça à kiffer, tu vois. Et c'est ça qui est trop agréable. Tu vois. C'est génial. Ouais. Je voulais juste revenir un tout petit peu plus sur ton activité aujourd'hui. Ouais. Si tu devais résumer un petit peu ce que tu fais, du coup, tu nous l'as fait au tout début, mais pour aller un petit peu plus loin, tu as la partie réseaux sociaux, création de contenu, ça, les formations. Ouais, on n'a pas trop parlé, du coup, mais ouais. Et du coup, le dernier, c'est les clients. Ouais. Ce que tu as fait aujourd'hui avec tes clients, c'est de toujours demander de pouvoir les streamer sur Twitch. Ouais. C'est comme ça que tu les choisis. En gros, en effet, pour revenir un peu sur mon camembert de répartition de revenus, effectivement, il y a l'argent des réseaux sociaux. YouTube, monétisation YouTube, Twitch, les dons sur Twitch, et sur YouTube, Twitch et un peu les autres réseaux, les sponsors. Honnêtement, entre ces 3 points, le plus gros, c'est les sponsors. Et là, pour info, je suis accompagné par une agent depuis 2 ans qui, du coup, prend une partie de mes revenus de sponsors, donc que je paye, mais qui s'occupe de toute la partie négo, contrat, placement du sponsor. Donc, je pourrais pas être super précis pour vous expliquer comment on fait un contrat avec une marque, parce que moi, je me suis fait accompagner dès le début, et j'ai eu la chance de trouver un agent qui a cru en moi en disant « Ok, t'as que 20 000 abonnés, mais je sens que cette niche, elle peut être super. » Et elle m'a aidé, tu vois. Et donc là, on est super content de où on en est aujourd'hui, tu vois. On vend des sponsoring de plus en plus, on va dire, honnêtes, quoi. Enfin, ça commence à être assez cool, quoi. Donc, c'est sympa. Donc ça, c'est pour les réseaux sociaux et les sponsors. Après, il y a les formations. Alors, j'ai gardé les formations parce qu'en fait, quand je me suis lancé en indé, je me suis dit quand même, les formations, ça paye bien. Il y a des entreprises qui ont des budgets, qui te contactent pour former 5, 10 personnes, tu vois. Donc ça, je l'ai gardé. Et en moyenne, je fais... souvent, c'est le jeudi matin. Je donne des demi-journées de formation par-ci, par-là, à Paris ou autour de Lille. Et ça, je le garde pour l'instant. Tant que j'ai des demandes, je les garde parce que ça paye bien. Et ça me permet aussi de, moi, me rassurer dans ma première année d'indépendance, tu vois. Peut-être que ça disparaîtra un jour, ou je ne sais pas, mais dans tous les cas, là, je l'accepte parce que je fais aucune prospection. Donc ça arrive, entre guillemets, sans effort, enfin, avec les efforts que j'ai fait depuis des années, bien sûr, mais ça arrive sans démarche supplémentaire. Donc je trouve ça intéressant de le garder, ne serait-ce que pour installer financièrement mon entreprise, pour voir le bilan de la première année, quoi. Et donc, pour finir, il reste les projets clients. Et comme tu as dit, je vais choisir des projets clients que je peux partager.
quand j'ai quitté mon CDI, je m'étais dit, en fait, je quitte mon CDI pas pour gagner plus d'argent, pas pour pas pour faire plus de projets, pas pour faire des projets différents, mais pour créer du contenu. Donc, quand on me demande, est-ce que tu veux bosser pour moi? Je réponds, oui, seulement si tu acceptes que je le partage en live sur Twitch et sur mes réseaux. Au tout début de l'aventure, au début, je devais vraiment argumenter, tu vois, genre c'était ah ouais, mais du coup, tout le monde va voir ce qu'on fait, oh là 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 là, tu vois. C'était dur de convaincre les clients que c'était une façon cool de faire. J'ai eu de la chance, j'ai commencé à avoir mes premiers clients auxquels, pour les convaincre, je devais faire un speech en mode « Mais rassure-toi, ça veut dire que tu auras 300, 400 personnes qui vont donner leur avis en live gratuitement, ça te fait comme un test utilisateur en direct, blablabla. » Aussi, ça fait de la pub pour ton produit, parce que moi, toutes les semaines, je stream ta marque. Et du coup, les gens disent « C'est quoi cette marque ?» Moi, je dis « C'est un produit qui sort dans un mois, et c'est moi qui le design. » Et les gens disaient « Ah, super, je regarderai, je m'inscris sur la liste d'attente. » Et pour finir, je faisais même une petite ristourne au début, genre moins 10%, moins 20%, pour rassurer les clients. Ça, c'était au début. J'ai réussi à faire plein de projets comme ça. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que dès qu'on arrive dans ma boîte mail, c'est « Salut Basti, on voudrait passer en télétravail, travail en live. » Parce que les gens, au fur et à mesure des années où j'ai défendu ce type de façon de travailler, qui est très proche de l'open source, on peut dire voilà, de partager tout ce qu'on fait de façon transparente. Beaucoup de marques font ça maintenant. Il y a de plus en plus de grandes marques qui partagent leur design system, leur kit de composants et tout. C'est devenu un peu la mode dans le numérique, dans le digital. Et donc maintenant, on vient directement dans mes mails en disant voilà, on veut participer à ça. Parce que les gens ont compris qu'ils allaient avoir l'avis de plein de personnes, entre guillemets gratuitement, donc des tests utilisateurs. Plus ils veulent bosser avec moi parce qu'ils apprécient ce que je fais. Plus, du coup, ça fait de la pub pour leur produit, parce que si c'est une start-up, les gens disent « Où est-ce que je pourrais avoir ce produit? Ça a l'air super, là, je vois la fonctionnalité que tu es en train de designer, c'est vrai qu'elle m'aiderait beaucoup, tu vois. » Donc il y a ça, plus, maintenant, je fais plus forcément la réduction. Parce qu'en fait, c'est presque comme un peu un placement de produit, un peu mélangé, quoi. Donc aujourd'hui, c'est trop faire cool. Payer justement la visibilité, mais après, c'est déjà hyper cool de pouvoir avoir ça, quoi. Et pour pas trop se monter la tête sur ce truc, je reste sur des projets que je facture très peu cher, je le sais, parce que je le fais en live et que je veux avoir la liberté de pouvoir m'arrêter et de parler d'un autre sujet ou d'écouter une petite blague de quelqu'un, parce qu'en fait, je veux pas mettre un gros prix, que le client ait des grosses attentes et qu'il me dise là, je t'ai vu, tu travaillais pas pendant 10 minutes et tout. C'est pas du tout l'ambiance. Donc j'ai appris aussi au fur et à mesure des années à prendre des projets qui sont visuellement intéressants, parce que je veux que ce soit des trucs, que le contenu soit intéressant. Je pourrais trouver des clients qui me payent 10 000, 20 000, je sais pas combien, pour faire des dashboards super compliqués avec des datas et tout, parce qu'ils ont plein d'argent, parce que leur entreprise, elle est énorme et tout. Mais moi, ça m'intéresse pas. Je vais prendre des landing pages d'un jeu mobile, je vais prendre une petite appli de livres audio, enfin des trucs justement qui sont agréables à regarder et à partager avec des animations à faire, des trucs un peu plus fun, quoi. Ouais. Donc j'ai le luxe de pouvoir choisir et de pouvoir faire ça en live exclusivement. Donc je garde le côté projet pour aussi faire entrer un petit peu d'argent, il est vrai, pour aussi avoir des choses à partager en live, il est vrai, mais surtout pour garder la main à la pâte, tu vois. Parce que je veux pas avoir le syndrome du prof. Tu vas en cours de Photoshop et le mec, il a rien ouvert depuis Photoshop 2 et dit on fait un masse d'écrétage comme ça. Mais monsieur, ça a changé depuis... Oh, j'en sais rien, je ne travaille plus depuis 10 ans. Tu vois, c'est exactement ça. J'ai pas envie de devenir ça, donc je veux faire des projets pour rester aussi dans l'exécutif de mon métier. Mais voilà, je suis obligé de réduire un peu cette partie si je veux faire des vidéos YouTube et tout ce qui va autour. Donc je fais beaucoup de choses, donc voilà. Et en même temps, tu mets pas tous tes œufs dans le même panier. Il y a ça aussi, comme tu disais au tout début de l'interview, si demain Twitch te bannit ou s'il n'y a plus de YouTube ou bien sûr où il n'y a plus de formation, tu as envie d'arrêter ou quoi que ce soit, tu as tout le reste qui peut faire la balance aussi, quoi. Ouais, donc c'est plus un système qui te permet d'être un peu plus serein, de pouvoir bien diversifier. De toute façon, maintenant on le sait, c'est pas un secret que quand tu fais de la création de contenu, il faut diversifier ses revenus. Ouais. C'est une obligation pour pouvoir vraiment bien en vivre sur le long terme et sans être toujours avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête pour si la plateforme ferme, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a plus rien. Mais tu vois, même sans parler de la plateforme ferme, exemple très concret, je poste ma vidéo mercredi, elle flop, tu vois. Les gens n'aiment pas, les stats, elles sont pas au rendez-vous. T'as beau dire, je m'en détache, t'es quand même attristé parce que t'as bossé un mois sur la vidéo, parce que t'as un sponsor qui t'accompagne et il va dire, désolé, pas assez de vues, on renouvelle pas avec vous.
plein de choses quand même qui te stressent. C'est hyper stressant d'être créateur de contenu, surtout quand c'est comme ça que tu vis. Et ben, même si ça m'arrive, le jeudi matin, je suis en formation, et puis j'ai là, merci Bastien, c'est trop cool, on adore Figma, tu nous expliques trop bien, voilà, on voit la facture, tac, tac. Et ben là, ne serait-ce que humainement, tu ne tombes pas dans un gouffre de spirale de dépression, de tristesse, d'angoisse, tu vois. Et rien que pour ça, c'est important, je trouve, d'avoir plusieurs choses. Peut-être qu'un jour, tout va se casser la gueule, évidemment, mais le fait d'avoir plusieurs choses, financièrement, évidemment, c'est plus intelligent, mais surtout, humainement, je trouve que c'est primordial. Totalement. Parce que si tu fais que YouTube et que ça marche pas, juste, t'es comme ça, comme une merde tout seul chez toi à faire « ça marche pas, je vais mourir », tu vois. Ça peut te prendre aussi la tête. Enfin, ouais, psychologiquement parlant, ça peut aller très vite. Hein. Non, sur les créateurs de contenu, il y en a plein à qui, je pense, c'est arrivé, j'ai pas des noms à citer, mais d'être juste relié à une plateforme comme ça, vraiment, tu regardes tes stats, je pense que ça doit être compulsif. Tu regardes tes stats, en mode merde, celle-là, elle a pas fonctionné. Oui, l'algorithme YouTube, il propose plus mes vidéos, et puis en fait, tu deviens quelqu'un que t'as pas envie de soutenir parce que tu deviens aigri, enfin, tu vois, plein de trucs. Et du coup, le fait d'avoir plein d'autres choses pour s'en détacher, ça me rend quand même meilleur un peu partout parce que voilà, je me dis, s'il n'y a pas ça, il y a ça, etc. etc. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Après, ça ne m'empêche pas d'être complètement déprimé pendant une journée quand j'ai fait un projet, une vidéo qui me tient à cœur et qu'elle ne reçoit pas de retour, ça reste toujours décevant. Mais le fait d'avoir plein d'autres choses à faire, ça permet de rebondir que de dire, refaisons une autre vidéo. Tu vois, des fois, tu n'es pas dans le mood tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est bien d'avoir plusieurs choses, ça rassure sur plein de points. Bien sûr. Non, je trouve ça super chouette. Et même si ça fait pas très longtemps au final que tu es en indep, toi, tes réseaux sociaux, tu as quand même plus de recul parce que ça fait plusieurs années. Ils ont démarré tôt, ouais. Voilà, tu as pu tester plein de formats, plein de choses différentes. Je pense que quand on commence une chaîne YouTube, un Instagram, un LinkedIn, n'importe, un Twitch, tu es hyper sensible au début à qu'est-ce qui fonctionne pas. Et surtout quand tu commences à voir des choses fonctionner, et d'un coup, tu as un truc qui fonctionne plus, t'es là, oh mais qu'est-ce qui s'est passé? Et maintenant avec le recul, moi aussi personnellement, même des mauvais commentaires ou des trucs comme ça, voilà, ça fait partie du job. En fait, je dirais que c'est même pas plus facteur de temps, c'est plus facteur de l'énergie que t'as mis dans le contenu. Des fois, je poste une vidéo qui m'a pris 2-3 jours où je réagis à un site, je la fais monter par un monteur, on la publie, elle fait des scores moyens, ça m'affecte pas trop parce que j'y ai pas mis beaucoup d'énergie. Si je fais une vidéo pendant un mois et qu'elle fait un flop total, là, ça va avoir beaucoup plus d'impact. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça que il faut avoir aussi le recul de ne pas être trop perfectionniste. Parce que moi, la règle qui marche à tous les coups, plus je passe de temps sur une vidéo, plus elle flop. Je te jure, ça s'est toujours démontré, tu vois. Genre, là, la vidéo, alors c'est pas des flops, mais moins elle marche, tu vois. Genre, la vidéo « Je crée Tinder en réalité virtuelle » que j'ai faite il y a un mois, j'ai passé tout l'été dessus, quoi. J'ai créé un truc en 3D, machin, des mises en situation. J'ai été tourner des B-rolls dans plein d'endroits et tout. Voilà, elle a fait des vues moyennes. Vidéo Temu, qui a déjà fait 100 000 vues là, à l'heure où je te parle. Je regarde le site en live. J'écris un petit script l'après-midi. Je tourne mon facecam. Je la monte moi-même en 2:2, tu vois. Je ne vais même pas appeler un monteur parce que j'avais pas le temps. Je la poste. Boum. Et tu vois, et il y a ce truc de... C'est pas plus tu mets d'efforts, plus elle flop. Mais c'est souvent ce que tu ressens. Parce que ton esprit est biaisé par le fait que tu la prépares pendant longtemps et que du coup, tu as des attentes plus hautes. Alors qu'au final, ça se trouve, c'est les mêmes résultats, mais plus tu mets tes attentes hautes, plus tu peux avoir ce sentiment aussi de déception, même si elle marche bien. Tu vois. C'est trop chouette. Donc, il y a aussi ce truc sur Internet du perfectionnisme qui n'est pas tout le temps la bonne solution. Il faut mieux créer, poster, itérer, créer, poster, que de faire ton gros projet de reportage pendant 6 mois, tu le sors, il fait 1000 vues, tu fais merde, j'ai niqué 6 mois, tu vois. Il faut mieux être plus dans l'activité. Totalement. Surtout aujourd'hui, il y a des nouveautés, des nouvelles trends, des nouvelles méta toutes les semaines, tu vois. Et donc tu te dis, toi, tu es sur les réseaux depuis longtemps, tu connais tes formats et tout. Pas du tout. Je dois tous les mois retrouver un nouveau format parce qu'il y a un nouveau truc qui marche et tout. Il faut toujours être à fond, quoi. Et c'est ça qui est fatigant aussi. Tu vois, il faut toujours être en mode, OK, maintenant c'est ça qui marche, les voix off, la musique, les machins. Il faut toujours être en observation, en analyse pour comprendre aussi et pas rester dans ton format d'il y a 10 ans et que ça marche plus, quoi.
Et ça revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut aussi consommer du contenu, Ah oui. aimer la plateforme oui. déjà de base pour pouvoir avoir le recul sur ce qui fonctionne pas en ce moment. Parce que moi, ça, j'en ai vu aussi des personnes qui me disent, je déteste les réseaux sociaux, mais on m'a dit qu'il fallait être sur Instagram. Du coup, je poste et je m'en vais. Et je regarde pas et je consomme pas. Prenez un community manager, à la rigueur, mais c'est pas possible, en fait. Sinon, tu deviens le boomer des RS, quoi. Le boomer des réseaux sociaux. Tu dis, moi, j'ai posté ma vidéo en 16/9, je comprends pas pourquoi personne la regarde. Exactement. C'est plus ça, bro. Il faut regarder un petit peu ce qui se fait, ce que les gens regardent et apprécient en ce moment. C'est sûr qu'il faut être passionné, parce que... Oui. Ah mais totalement, moi c'est ce que je te disais avec Instagram, je pouvais passer, mais toujours, mes journées entières, 8 heures par jour, facile à consommer du contenu sur Insta. Je me fais des tableaux, j'adore. Tu sais, j'enregistre, mais bien sûr, On pas à ce point-là. les trucs enregistrement sur Insta, j'en ai, je sais pas, une cinquantaine. Tu dis ça m'inspire, ça marche bien, donc si je le fais à ma sauce, ça pourrait attirer les mêmes gens. Exactement, j'adore, je mets des sons de côté, je m'inspire de format, je vais suivre plein de gens, enfin, on n'est pas du tout dans le... 2000 personnes, 3000 personnes sur Insta, sans souci, il y a plein de gens qui sont comme quoi il y a plein de monde, moi le monde des vidéos sur des musiques, moi je fais pas du tout ça, tu vois. Je pourrais, c'est un truc qui marche bien, tu filmes ton écran sur une musique, tu montes ton process et tout, moi je le fais pas, mais il y a 1 milliard de possibilités en plus. Bien sûr. Il n'y a pas qu'une possibilité. Il y a de quoi s'amuser. Je parle avec Justin, nous on discute pas tous les jours, mais très souvent de t'as vu ma courbe, elle est montée vite parce que j'ai fait ça, celle-là elle stagne, alors on partage tout, ça nous amuse trop. On est à fond dedans, quoi. Genre quand il sortait sa vidéo, on regardait son truc à deux, ah ouais toi c'est comme ça et tout. Non mais c'est chouette de pouvoir avoir des personnes aussi qui ont ce recul-là. Et des personnes qui font la même activité que toi. Exactement. Parce que moi je suis là, je regarde mon YouTube Studio, je regarde mes analytiques, je regarde mes trucs, comment ça se passe et tout. Mais autour de moi, dans mes amis, il y a personne qui peut vraiment comprendre, en fait. Trop bien ta dernière vidéo. Ouais, mais merci, ça me fait trop plaisir. Mais c'est vrai que tu peux pas en parler. Quand tu dis mais celle-là, elle a bien démarré au début, mais elle a stagné. Est-ce que je me suis trompé de jour de publication? Est-ce que la miniature machin? Ils sont pas capables de dire. Enfin même pas. Alors que tu vois, tu croises Aurore, tu croises Justin. Les gens ils comprennent ce que tu dis et du coup c'est trop agréable aussi d'avoir des pairs à qui parler dans ces moments-là, quoi. Et des personnes qui peuvent te donner des références aussi, des sur lesquelles t'appuyer. Des vraies anecdotes, etc., etc. Donc moi j'aurais adoré avoir ça quand je me suis lancé. Là j'ai la chance d'avoir du coup quelques potes dans le milieu maintenant, donc je peux me permettre de dire à Justin regarde ça, t'en penses quoi, tu vois. Mais il a rien enfin il est pas redevable, il est pas obligé de partir avec moi, mais bon, le fait est que l'ambiance est plutôt cool. Et c'est pour ça que là, une formation comme celle-là, avoir des cas concrets et tout, pour se rendre compte de ce que c'est vraiment, ça m'aurait bien intéressé, Tu m'étonnes. Moi aussi. C'est vraiment le type de contenu que je cherchais au début, en plus dans ma niche. Moi, je cherchais dans les niches anglophones, mais c'est pas exactement la même chose et la même portée. Donc, c'est cool de pouvoir faire quelque chose sur le marché francophone, tu vois. On se dit souvent ça, mais le YouTube anglophone, il est cheaté, il est triché. Parce qu'en fait, il est regardé par le monde entier. On regardait un concept qu'on avait fait justement avec Justin sur des logos, et il y a un Américain qui poste ça, il fait genre 1 million de vues en une semaine, alors que nous, pas du tout. Il dit, putain mec, on serait des Anglais, on serait déjà là et tout. Je fais, mais oui, mais c'est pas du tout la même... c'est pas du tout les mêmes algorithmes, c'est pas du tout la même audience et tout, donc... Même si tu t'informes avec les médias anglais, ce ne sera pas des vraies datas que tu pourras reporter sur tes chiffres à toi et tout. Non, il faut construire ces références sur le marché francophone pour qu'on puisse donner à des personnes qui ont envie de se lancer sur des réseaux sociaux, n'importe lequel, pour qu'ils puissent s'appuyer là-dessus et puis savoir ce qui marche ou ce qui ne fonctionne pas, quoi. De fou. Trop bien. Eh ben écoute, merci beaucoup Bastien. Merci à toi. Ça m'a fait plaisir de pouvoir connaître un petit peu plus qui tu étais, ton parcours, tout ce que tu as fait jusque-là. Et de toute manière, vous avez tous les réseaux sociaux de Bastien qui sont juste en dessous dans la barre d'infos. Vous avez aussi le lien pour la page pour l'après-vente et pour la vente ensuite de sa formation. N'hésitez pas à aller tout checker, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et surtout à vous abonner pour pouvoir voir toutes les interviews de tous les créateurs qui vont passer sur la chaîne YouTube de Créatonique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est trop cool. À bientôt. À bientôt. Oh le chien. Oh le chien. On l'aura vu mais à la fin. Oui. Pouce bleu, c'est pour acheter ses croquettes, s'il vous plaît.